Buongiorno a tutti e benvenuti a Internet Festival IF 2015. Siamo qui oggi per presentare un libro che parla di Internet, o meglio delle Internet, perché come scopriremo fra poco ormai non ha più senso parlare di un'unica Internet globale che ha una sola identità, ma ha senso parlare di Internet al plurale. In inglese è più facile perché ci mettiamo una S in fondo e diventano the Internets. In italiano Internet al plurale è sempre Internet, ma possiamo aiutarci a capire qual è la nuova natura di questa parola togliendo la I maiuscola, una I maiuscola che molto spesso noi troviamo sempre all'inizio di Internet e che, come scopriremo, invece ha più senso declinarla al minuscolo. Lo esploreremo oggi grazie a Frédéric Martel, che è qui con noi e che è autore di Smart, edito da Feltrinelli, uscito da pochissimo qua in Italia e che è sostanzialmente un grande viaggio attraverso Internet, le Internet. È un viaggio che ha portato Frédéric Martel a raccontare le persone che vivono su Internet, le persone che in un modo o nell'altro entrano in contatto con Internet e con le propaggini di Internet. La particolarità di questo libro è che, diversamente da molti altri libri che raccontano Internet stando dietro a un computer, questa cosa che ci sembra quasi naturale, se devi parlare di un mezzo di comunicazione forse devi utilizzare quel mezzo di comunicazione, e invece no, è molto più difficile oggi parlare di Internet essendo là, conoscendo le persone, quindi questo ha portato Frédéric Martel a attraversare decine di paesi, c'è una lista in fondo al suo libro che enumera tutti i paesi dove è stato, anche più di una volta, lungo un progetto che è durato 3-4 anni di scrittura, anche di più, di visita in questi paesi, e che lo ha portato a conoscere queste persone. Ora, per raccontare quello che sono le Internet, la cosa più facile da fare è attraversare gli stessi paesi, gli stessi continenti che ha visitato anche Frédéric Martel nella missione di raccontare cosa significa oggi Internet per noi. Quindi, oltre a ringraziarlo per essere qui, io vorrei subito fargli una domanda per capire come può questa dicotomia esistere ancora oggi dell'Internet, che è un fenomeno globale ma ha così tante declinazioni locali. Cosa significa che Internet è locale? Segue dei confini di paesi? È qualcosa che riguarda le piccole comunità? Cosa vuol dire che Internet è locale e ha a che fare con realtà locali? Bonjour à tous, merci de votre présence. Un, deux, voilà. Moi, je fais essentiellement des enquêtes de terrain. Donc, pour ce livre, j'ai été dans 50 pays différents. Et comme vous l'avez dit, merci, plusieurs fois dans ces mêmes pays, parce que nous vivons en général dans une sorte de théorie par rapport à Internet, qui est à la fois celle défendue par les grands patrons des géants du net dans la Silicon Valley, mais aussi par les critiques qui s'y opposent. Et quand on les lit, quand on les écoute, quand on lit leurs interviews, on s'aperçoit qu'ils disent et qu'ils répètent que nous entrons dans un monde plus global grâce à Internet, que les frontières disparaissent, que, après tout, la culture devient uniformisée, que les langues sont moins importantes puisque l'anglais est la langue commune, et que d'une certaine manière, Internet et globalisation sont synonymes. Donc ça, c'est l'idée très forte de Mark Zuckerberg chez Facebook, c'est l'idée des gens qui font Google.
Mais étrangement, c'est aussi ce que craint, par exemple, Mario Vargas Llosa, prix Nobel de littérature au Pérou, avec qui j'ai eu une longue polémique, ou en France, Alain Finkielkraut, ou Evgeny Morozov, par exemple, pour citer quelques intellectuels critiques à l'égard d'Internet. Alors, moi, je suis parti sur le terrain, 50 pays, plus de 2000 interviews. Et ce que j'ai observé, ce que j'ai constaté, n'était pas ce que justement disaient les patrons de la Silicon Valley. Partout, au contraire, j'ai vu des contenus qui étaient de plus en plus spécifiques. On n'entre pas dans une grande conversation globale, mais on entre au contraire dans de multitudes de conversations fragmentées. Et elles sont fragmentées d'abord et avant tout à cause de la langue, mais aussi à cause de la culture, des sphères de culture auxquelles on appartient, de la communauté à laquelle on fait partie, du territoire dans lequel on vit. Et donc pour moi, ce que j'ai observé, ce n'est pas une position idéologique, ce n'est pas un rejet intellectuel, c'est un constat. Et ce constat, c'est que ce qui est une sorte de synonyme d'Internet, ce n'est pas la globalisation justement, mais c'est la fragmentation. Et d'une certaine manière, et je termine avec ça, c'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire qu'Internet n'est pas seulement quelque chose qui est fait dans la Silicon Valley et que l'on subit, mais au contraire quelque chose qui est certes par les réseaux sociaux, par les softwares, par différents outils très américains, mais c'est quelque chose qu'on peut ici, à Pise, ici en Italie, s'approprier et reprendre la main, reprendre le pouvoir sur Internet. Lei ha menzionato giustamente nella sua risposta il linguaggio. Internet diventa locale perché i linguaggi sono locali, ma ci sono per esempio certi linguaggi, come pensiamo alla lingua cinese, che ha reso Internet ancora più iperlocale. Nel suo libro c'è un capitolo, c'è una lunga sezione del suo libro che racconta della Cina e spiega come mai si parla di un Internet iperlocale in Cina che essenzialmente si basa su questi grandi confini che hanno a che fare con la lingua, che hanno a che fare col territorio stesso, proprio perché Internet è gestita in Cina dal governo cinese, dalle aziende che lavorano insieme al governo cinese, e dall'altra parte da un altro strumento di cui abbiamo sentito molto spesso parlare, che è la censura, ovvero a volte quando Internet diventa locale si possono manifestare degli esempi in cui i governi intervengono troppo nella regolamentazione di Internet. È quasi forse uno dei paradossi che fanno apparire i grandi della Silicon Valley come dei veri e propri paladini della libertà. Google rifiuta i propri uffici in Cina e si trasferisce a Hong Kong, Facebook e Twitter praticamente non esistono in Cina, ma esistono dei loro cloni. Cosa succede quindi quando andiamo a esplorare questa località di Internet, ma ci dobbiamo scontrare con il fatto che a volte la località è dovuta a questioni di potere politico, a questioni di censura, a questioni di interessi, anche che riguardano non soltanto la politica, ma riguardano anche le espressioni delle libertà fondamentali. Bon, lorsqu'on parle de la Chine, c'est difficile de parler vraiment de local. On est sur 600 millions, 700 millions d'internautes, c'est-à-dire presque 2 fois plus qu'en Europe. 1,3, 1,4 milliard d'habitants. Donc on est quand même dans des formes de globalité, malgré tout.
J'ajoute que le projet chinois, ce n'est pas strictement de créer un intranet, c'est créer un Internet expansionniste. On l'a vu avec l'entrée en bourse à New York de Alibaba. Mais c'est vrai que cet expansionnisme ne se fait pas sans un contrôle très strict et la création de clones, comme vous l'avez dit, de copycat. Vous n'avez pas Facebook, mais vous avez Zhen. On dit Ren en chinois. Vous n'avez pas Twitter, mais vous avez les Weibo. On va sur Baidu à la place de Google pour faire des recherches. Il n'y a pas Amazon, mais Alibaba, je l'ai dit. Au passage, Amazon, plus comment dire, un certain nombre d'autres sites sont inférieurs à la puissance d'Alibaba. Donc, on a créé un système dont je pense d'ailleurs que la censure n'est pas la priorité, même si elle est très centrale. La priorité, c'est le patriotisme économique. C'est essentiellement un contrôle économique. Et ensuite, c'est aussi un système de censure. Mais c'est un système de censure qu'on va vouloir généraliser au reste du monde. Donc, il est local, mais à tendance, encore une fois, expansionniste. Cela étant, c'est une exception, puisqu'à ce jour, il n'y a pas d'autre pays que la Chine qui a été capable de créer son propre Internet. Les Iraniens, un peu les Égyptiens, sous d'autres formes, les Cubains à Cuba, ont des velléités, mais pour l'instant, seuls les Chinois ont réussi à ce succès, même s'il plaît beaucoup aux Russes et à quelques autres, aux Iraniens, comme je l'ai dit, à quelques autres pays autoritaires. Mais j'aimerais repréciser un point particulier quand même. Je n'ai pas dit que nous pensions qu'Internet c'était global et que moi je viens de dire c'est local. C'est pas du tout ce que je dis. Ça serait très superficiel et trop simple. Ce que je dis essentiellement, c'est que l'idée d'une conversation globale, où tout le monde utiliserait Internet de la même manière, avec les mêmes sites, et aussi avec les mêmes logiques, et avec des contenus globaux mainstream partout dans le monde, est essentiellement fausse. Non pas qu'il n'y ait pas, bien sûr, des contenus globaux. Telle information, tel discours de Barack Obama, telle chanson de ce Sud-Coréen un peu fou, Psy, Gangnam Style, et bien d'autres choses. Mais ces contenus mainstream globaux représentent une toute petite partie des contenus que nous consommons. L'essentiel des contenus que nous consommons sont liés à l'endroit où l'on habite, donc ils sont géolocalisés, ils sont liés à notre communauté, ce qui veut dire que ce n'est pas forcément local, mais que c'est spécifique. Par exemple, je me souviens lorsque la Cour suprême américaine a validé le mariage gay aux États-Unis, ici en Italie, tous les gens que je connaissais qui étaient liés au réseau gay italien, tous parlaient de ça. Donc ce n'était pas un contenu mainstream au sens où le monde entier obligatoirement en parlait, mais dans une communauté spécifique, c'était la première information que tout le monde discutait. Et donc voilà, c'est cette fragmentation, cette géolocalisation qui me paraissent essentielles et non pas le local. Même si la territorialisation
joue un rôle important, l'un des plus importants. Et même si je pense que cette tendance va encore s'accroître. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes 2,7 milliards de citoyens connectés sur Internet et on sera 5 milliards dans 5 ans. Et les nouveaux milliards de personnes qui vont se connecter en Afrique, en Asie, en Amérique latine, seront encore plus des gens qui ne parleront pas anglais, qui seront limités, qui vivront dans leur territoire et qui seront encore plus intéressés par des applications peut-être globales, des sites peut-être globaux, des dictionnaires, des encyclopédies peut-être globaux aussi, mais qui leur parleront de l'endroit où ils vivent, de ce qu'ils font dans leur langue. Et c'est ça essentiellement la conclusion de mon livre. Lei giustamente ora ha toccato due dei temi principali che riguardano i suoi due precedenti libri pubblicati, anche questi in Italia da Feltrinelli, ovvero Mainstream e Global Gay. Quindi giustamente abbiamo parlato di qual è la differenza fra il mainstream, inteso come un contenuto che deve per forza avere solo valenza universale, solo valenza globale, e quello che può significare veramente la tecnologia, per esempio per le minoranze, sia a livello per le minoranze, anche molte volte anche minoranze oppresse, quelle minoranze osteggiate dai governi giustamente, come per esempio ci sono app negli Stati Uniti che aiutano la comunità gay a essere più compatta, più unita, a conoscersi, a frequentarsi. Gli stessi dati utilizzati per esempio da un governo che osteggia fortemente per esempio l'omosessualità possono rivelarsi un problema. Quindi è stato molto interessante toccare questi due dati, ma è stato anche molto interessante il fatto che lei abbia toccato il concetto di oggi siamo 2,7 miliardi di persone che si connettono a internet, presto i paesi in via di sviluppo, o meglio ancora i paesi emergenti continueranno a investire in infrastrutture e a portare sempre più persone connesse a internet. Io volevo chiederle nello specifico due esempi che lei racconta nel suo libro. Uno riguarda l'India, dove in questo momento sappiamo tutti che Mark Zuckerberg con la sua internet.org ha un ruolo fondamentale, o meglio, ha voluto ora dimostrare di avere un ruolo fondamentale nel portare internet sempre a più persone che non ce l'hanno, e abbiamo visto recentemente le varie visite di Zuckerberg in India, quindi i vari colloqui con Modi. Questo succede nello stesso momento in cui in India sta andando avanti un progetto di documento di identità digitale, un ID chiamato, diciamo, di cui il nome in codice è Aadhaar, una sorta di grande banca dati di dati biometrici, ovvero abbiamo 1,3 miliardi di persone in India. Oggi il governo indiano dice di aver raccolto, nel suo libro si parla di 870 milioni di dati che riguardano le impronte digitali, la scansione dell'iride delle persone e nome e cognome, chiaramente dove vivono, lo status familiare e così via. Lei nel suo libro racconta questo esempio come dimostrato che è un tentativo di un governo di facilitare la burocrazia, molte volte difficile, resa difficile dal fatto che mancano i nomi delle strade, manca una realtà in cui si può riconoscere dove vivono le persone. Dall'altra parte questo tentativo di, diciamo, di schedare le persone inequivocabilmente con un numero a 12 cifre può sembrare una sorta di distopia orwelliana. Nel suo libro c'è un quote, una frase che dice: guardate che i dati che vengono raccolti dal governo indiano non sono che una minima percentuale di quello che invece i social network sanno di noi. Ecco, io volevo chiederle come avverrà la connessione a internet dei paesi emergenti. Si investirà in infrastrutture, ci sarà il primato del mobile first, quindi saranno invece i telefoni cellulari a portare internet a queste persone, e chi sarà a portare internet? Saranno i privati
o saranno i pubblici? Lei ha affrontato questo discorso parlando dell'Africa, dell'India, parlando addirittura invece di dove internet è già portato, come in Messico, no? Ha fatto l'esempio di Carlos Slim, di Telmex, che nonostante sia un grande player delle telecomunicazioni in tutto il Sud America, in realtà non offre una penetrazione di internet fisso nelle case, ma tutto internet, quasi tutto internet passa attraverso il mobile, per esempio in Messico e in altre parti del Sud America. Ecco, come devono giocare i paesi emergenti per investire su internet? Come devono assicurare alle persone che vivono in questi paesi un accesso a internet, un accesso a questo sapere e una possibilità di cambiare la propria vita con la propria forza? La question est très, très vaste. Et au fond, c'est à cette question que j'ai essayé de répondre dans le livre. J'étais dans une douzaine de pays au Moyen-Orient, une dizaine aussi en Amérique latine, très longtemps en Asie, en Afrique, etc. Et partout, j'ai constaté, si vous voulez, que, pour être un peu polémique, je dirais, il y a des gouvernements, comme ici, avec Matteo Renzi, qui parlent, mais dans le monde entier, on fait, on ne parle pas seulement. Moody, en Inde, est en train de créer 100 smart cities. On est en train de connecter 700 000 villages en Inde, grâce notamment, pour répondre à votre question, évidemment, bien sûr, à la 3G plus que par le broadband, parce que c'est impossible de connecter en broadband 700 000 villages. En Afrique, quand on regarde comment, dans les grands ghettos, l'Amérique latine, dans les favelas, comment Internet change réellement la vie des individus, on se rend compte, et moi où que je sois, je passe mon temps à tweeter, d'ailleurs à raconter, sur Twitter je suis Martel F, et je mets tout un tas d'exemples, d'illustrations, d'app, et c'est incroyable ce qui est en train de se passer. Quand vous visitez les grandes favelas d'Amérique latine, le grand ghetto Kibera au Kenya, quand vous visitez les bidonvilles en Inde, vous regardez les outils, les start-up, vous vous dites que des pays comme l'Italie, même la France, on va devenir très vite très en retard par rapport à cette révolution. Et je suis très surpris, je vous rassure, je critique beaucoup le gouvernement français, donc ce n'est pas strictement contre les Italiens, mais je suis très surpris qu'en termes de développement économique, en termes de création d'emplois, en termes de valorisation, de développement, de dynamisme des startups, on n'est pas un mouvement beaucoup plus puissant en Italie, impulsé par le gouvernement pour coller à ce qu'on pourrait appeler le siècle numérique, the Internet Century, dans lequel nous entrons. Non pas, moi je parle de Internet Century, évidemment c'est une comparaison avec la fameuse American Century, la phrase célèbre des années 30 aux États-Unis, hein, puisque effectivement le XXe siècle, au moins dans sa deuxième partie, est devenu le siècle américain. Eh bien, nous entrons dans le siècle numérique. Et j'ai rencontré des conseillers hier, d'ailleurs, de Matteo Renzi. J'ai visité un certain nombre de clusters, etc. Mais je pense que on n'a toujours pas pris au niveau du gouvernement l'importance de cette révolution. Alors que dans les pays en voie de développement, dans les pays émergents, on le prend en compte parce qu'on n'a pas d'autre choix. Une question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que nous sommes au début, au milieu ou à la fin de la révolution numérique? Bon, évidemment, personne ne peut répondre à cette question, mais pour ma part, je pense, comme d'ailleurs pour le coup le patron de Google, par exemple, que nous sommes juste au début.
on voit, on en parlera tout à l'heure, mais on voit pour la presse, par exemple, la révolution en cours, et ça renvoie aussi aux nouvelles techniques de curation qu'il va falloir mettre en œuvre. Mais l'avantage des pays émergents, au-delà du fait que, comme tout le monde le dit, ils peuvent sauter des étapes, pas besoin du téléphone fixe, on va directement au smartphone, pas besoin à l'ordinateur, vous avez la tablette, pas besoin du broadband, vous avez la 3G, etc. Mais au-delà de ça, qui est assez banal finalement, qu'on constate très vite, ce qui est plus important encore, c'est que dans ces pays-là, on n'émerge pas simplement avec sa démographie et son économie, mais on émerge avec son Internet, avec des grands groupes Internet globaux qui sont de plus en plus globaux. C'est le cas de l'Afrique du Sud, c'est le cas du Brésil, c'est le cas de l'Inde. Et de plus en plus, on change réellement, on donne du pouvoir aux gens pour changer leur vie grâce à Internet. Alors j'ai fait du mieux que j'ai pu cette enquête pour raconter cette révolution incroyable, encore plus forte au Brésil, en Inde, ou au Kenya qu'en Italie ou en France. Mais d'une certaine manière, j'ai presque tendance à dire que nous sommes déjà très en retard, nous-mêmes, vieux pays de cette vieille Europe. È vero, probabilmente siamo in ritardo, però forse c'è una cosa che in Europa e forse nel resto d'Occidente siamo diventati bravi a fare. Lei ha dedicato un intero capitolo inedito, qui nella versione italiana, per Feltrinelli alla smart curation, al fatto di dire ok, internet è fatto di infrastrutture, forse noi siamo un po' indietro in Europa sulle infrastrutture, però sui contenuti ce la caviamo abbastanza bene, diciamo, non possiamo lamentarci, ovvero internet è pieno di contenuti, forse ce ne sono anche troppi. Lei cita più di una volta nel suo libro il fatto che in 48 ore produciamo su YouTube, su internet fondamentalmente più contenuti di quanti ne abbiamo mai prodotti in tutta la storia dell'umanità fino al 2003, ovvero ogni 2 giorni creiamo più contenuti di quanti ne siano mai esistiti in tutta la storia dell'umanità. Questo è un numero che va oltre la concezione umana. Com'è possibile che un essere umano riesca solo a cogliere un piccolo frammento della valanga di informazioni che vengono prodotte ogni giorno? Ecco, una degli argini è la smart curation. Lei ne parla in questo libro e ci fa degli esempi molto ben precisi, soprattutto per quanto riguarda la differenza tra saranno le persone o i computer, gli algoritmi a rendere forte la smart curation. Il faut, vous savez, tous ceux qui sont ici, parce qu'on a déjà quelques années, on a connu à la fois le monde d'avant et le monde d'aujourd'hui. Ce qui ne sera pas le cas des enfants qui ont 10, 12 ans aujourd'hui. Et il faut se souvenir comment on vivait il y a quelques années. Moi, quand je faisais mes premiers livres, je devais passer des heures dans des bibliothèques pour demander 3 livres. On ne m'en prêtait pas plus de 3 par jour à la Bibliothèque nationale de France pour arriver à lire un extrait pour faire ma recherche. Pour discuter avec quelqu'un en Inde, ça prenait des heures, ça coûtait extrêmement cher par téléphone. Et aujourd'hui, en quelques secondes, on peut faire transiter des États-Unis à la France l'intégralité de la bibliothèque du Congrès, qui est la plus grande bibliothèque au monde et qui comprend un nombre de livres absolument extraordinaire. Et de la même manière, quand vous citiez, c'est d'ailleurs pas moi qui le dis, mais c'est le patron de Google qui a fait le calcul, qu'on produit en 48 heures plus de contenu qu'on en a produit depuis les origines de l'humanité jusqu'en 2003, on ne se rend même pas compte de ce que ça signifie.
Donc, on est face à une abondance de contenu absolument incroyable et qui ne va faire que croître de manière exponentielle chaque jour. Donc l'une des questions qui se posent pour la presse, mais aussi pour l'Internet en général, et donc pour nous, pour les individus, c'est comment est-ce que dans cette masse d'informations, on va pouvoir se repérer, on va pouvoir choisir, on va pouvoir trouver le bon contenu. Alors de ce point de vue, Google, qu'on peut critiquer, a quand même déjà un immense mérite, c'est de nous permettre ça. Mais au-delà de ça, la question qui se pose, c'est comment est-ce que, au-delà même de l'accès à Internet, ce qu'on appelle le digital divide, comment on va, qui est quelque chose qui peu à peu se résout grâce à la 3G, grâce au smartphone, y compris en Afrique d'ailleurs, puisque en Afrique, presque tout le monde aujourd'hui a ce qu'on appelle un téléphone feature phone, c'est-à-dire un téléphone de base, et ces téléphones seront d'ici 5 ans des smartphones, même en Afrique, où les prix aujourd'hui des smartphones sont à moins de 30 € et seront accessibles rapidement à beaucoup de monde. Même à Cuba, où j'étais la semaine dernière, presque tout le monde commence à avoir des téléphones et déjà beaucoup de smartphones. Et pourtant, Cuba, c'est un des pires pays pour Internet au monde. Mais le point important, c'est comment est-ce qu'on va donc, au-delà de l'accès, choisir. Et c'est là où j'ai inventé ce concept de Smart Curation. D'ailleurs, au passage, vous en avez l'exclusivité, puisque ce chapitre n'existe pas dans le livre en français, puisqu'il a été rajouté pour l'édition italienne, et puis brésilienne, et puis chinoise, et puis etc., qui vont sortir bientôt. Au fond, il y a deux grandes hypothèses. La première, c'est de penser qu'on va continuer comme avant, le critique culturel, le critique, le journaliste, qui va dire aux gens ce qu'il faut lire, ce qu'il faut regarder, ce qu'il faut écouter. Et puis l'autre hypothèse, c'est on va laisser faire les algorithmes qui vont nous indiquer sur Netflix, sous Spotify, sous Amazon Prime, vous dire, voilà, vous avez aimé ça, vous êtes telle personne, voilà ce qu'il faut qu'on vous recommande. Pour ma part, je pense que ni les algorithmes, ni le critique traditionnel, ni le journaliste traditionnel ne seront pertinents. Le journaliste traditionnel, parce que en tant qu'individu, il n'a plus les moyens de consulter, d'avoir accès à ces contenus, tellement ils sont nombreux. Il peut bien sûr continuer à recommander, mais quand vous avez en quelques minutes des centaines de milliers de vidéos qui sont postées sur YouTube, plus personne n'est capable de se rendre compte des contenus qui peuvent être pertinents. L'être humain n'est plus compétent pour faire ça. Alors il peut se noyer dans une espèce de conservatisme aristocratique et dire « moi je représente la culture avec un grand C, l'art, le savoir, et je vais vous dire moi ce qu'il faut lire ou regarder ». Mais dans ce cas-là, vous tombez dans une élite de niche qui ne parle plus au grand public. Et en même temps, je pense que l'algorithme, et j'ai longuement décrit ça, est insuffisant pour plein de raisons. Même si les algorithmes vont s'améliorer, même si on peut y ajouter tout un tas de dimensions de recommandations humaines à l'intérieur, il reste quand même très 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 fragile. Et paradoxalement, les algorithmes vont encore avoir de plus en plus de mal parce que le nombre des données disponibles est tel
que la puissance de calcul dont on a besoin pour les faire fonctionner devient elle aussi exponentielle. Ce qu'on appelle le bruit, c'est-à-dire les fausses informations, se multiplient d'autant. Ce n'est pas les rumeurs, c'est le bruit, c'est-à-dire le trop d'abondance avec les fausses indications, disons. Donc du coup, comment est-ce qu'on fait? C'est là où j'ai coined, comme on dit en anglais, j'ai créé ce concept de smart curation, c'est-à-dire de trouver des outils qui additionnent, l'idée n'est pas nouvelle d'ailleurs, hein, c'est juste l'expression qui additionne la puissance de calcul mathématique de l'algorithme, parce que sans ça, vous n'avez pas les moyens de regarder ce qui se passe, de mesurer ce qui se passe, à laquelle vous ajoutez de la recommandation humaine. Et que vous ajoutez en fonction de votre individu. C'est pourquoi d'ailleurs la géolocalisation, la personnalisation sont extrêmement centrales dans ce phénomène. Alors c'est quoi cette Smart Curation? J'ai fait un long article dans la Repubblica de 2 pages pour la décrire et 40 autres pages publiées sur mon site et donc republiées dans ce livre en italien. Il y a beaucoup d'exemples, c'est assez complexe, mais on peut dire tout simplement, par exemple, que le petit like de Facebook, c'est de la Smart Curation, d'une certaine manière. Pourquoi? Parce que vous avez vos amis, localisés, liés à votre communauté, liés à votre langue, liés à votre expérience. Et quelqu'un va dire « j'ai aimé cet article » ou « j'ai aimé cette chanson » ou « je recommande tel film ». Donc c'est extrêmement personnalisé et humanisé. Et puis ensuite, comme vous le savez, par exemple, moi j'ai plusieurs comptes Facebook, mais qui sont d'ailleurs gérés par des community managers, comme parce que j'anime une émission de radio nationale en France. Et il y a notamment des pages, ce qu'on appelle des pages sur Facebook, qui sont différentes des comptes. Et ces pages fonctionnent non seulement en fonction des likes, mais en fonction aussi du nombre de commentaires, etc. Et l'algorithme va médiatiser la page en fonction de tout ça. Donc concrètement, le petit like plus l'algorithme produit la Smart Curation. Autre exemple, sur Spotify par exemple, moi je trouve que les recommandations de Spotify ou de Deezer, de Pandora, de Qobuz ou des sites équivalents n'est pas très pertinente. Par exemple, moi, à une époque, j'écoutais beaucoup pendant la nuit de la musique de la Motown, de Stax, de Atlantic, vous savez, les débuts de la soul aux États-Unis. Et l'algorithme n'a jamais compris que je pouvais écouter aussi du classique ou de la variété française. Il m'avait limité intégralement pour toujours à la soul. Et en plus, l'algorithme a la particularité d'être toujours un entonnoir. C'est-à-dire qu'il a toujours tendance à réduire vos goûts. Il n'arrive pas à les ouvrir. C'est un processus assez connu par les ingénieurs. C'est qu'il va toujours avoir tendance à vous ramener au minimum de ce que vous écoutez. Même si les ingénieurs, qui sont quand même intelligents, rajoutent parfois, tout à coup, un morceau, une sorte d'erreur. Font exprès. Ils vont vous mettre un morceau de jazz au milieu de votre sélection de soul, ou un morceau de classique. Et cet intrus vous amène à réagir tout à coup. Ce coup-là, vous allez l'aimer ou ne pas l'aimer, ou vous allez changer. Et en fonction de votre résultat, il va réouvrir l'algorithme. Bon. En tout cas, le point principal, c'est que ça ne marche pas très bien. Moi, je n'ai jamais trouvé ça très pertinent. Et Amazon, par exemple, lorsqu'il me propose un livre à acheter, je ne sais pas vous, mais là non plus, ce n'est jamais très pertinent.
En particulier, ce n'est pas pertinent si vous avez des goûts éclectiques, si vous aimez le jazz, la soul, la variété italienne et le rhythm and blues, l'algorithme, il est perdu. Et l'autre chose que l'algorithme ne sait pas faire, c'est prédire ce que vous allez aimer en fonction de votre état d'esprit. La même personne peut vouloir le matin écouter de la disco pour se réveiller et être en forme, et du smooth jazz le soir pour se reposer. L'algorithme ne sait pas ça, il n'arrive pas à comprendre ça. Et il est même possible qu'il n'y arrive jamais. Et alors c'est là où, par exemple, sur Spotify, les listes des amis qui, eux, vont écouter, vont faire des choix en parallèle de vous, eh bien là, on est un peu sur de la smart curation, c'est-à-dire qu'on a à la fois, quelque chose que l'algorithme diffuse et quelque chose que l'individu juge. Bon, on pourrait prendre de nombreux autres exemples. Et je pense qu'on est là au cœur non seulement d'une des choses les plus importantes, mais aussi d'un marché pour les startups, etc., autour de cette smart curation, d'arriver à imaginer, inventer ces nouveaux outils qui vont permettre, je dirais, de se repérer, de choisir, de s'ouvrir et de mieux trouver les contenus pour vous sur Internet. Le faccio un'ultima domanda per poi lasciare anche la possibilità al pubblico di fare a lei delle domande. Lei nel suo libro, che è portato avanti con lo spirito del giornalista che in un certo senso non ha paura di fare le domande che tutti vogliono fare, lei nel suo libro cita più volte Edward Snowden, o meglio, chiede così fuori dai denti alle persone che intervista che cosa ne pensano di Edward Snowden. La cosa interessante è chi le risponde Edward Snowden, per esempio, è un eroe, e qualcun altro potrebbe risponderle per me Edward Snowden è un traditore. È molto interessante perché lei fa anche diversi paralleli fra come si pongono Edward Snowden come colui che ha difeso la privacy dei cittadini americani e non solo, confrontato con la figura per esempio di Mark Zuckerberg, il CEO di Facebook, che invece vorrebbe totalmente abolire, diciamo, gli pseudonimi su Facebook, che con la privacy, come abbiamo visto qui in Europa con il recentissimo caso dell'attivista austriaco che con la campagna Europe versus Facebook ha portato di fronte alle corti europee questo elemento importantissimo che molto probabilmente per gli standard europei il modo in cui vengono trattati i dati personali dalla piattaforma Facebook non risponde, per tutto quello che è successo con lo scandalo PRISM, con il Datagate, non risponde agli standard minimi della comunità europea. Ecco, perché questa domanda è Edward Snowden un paladino della privacy? Sì, no? Come viene vista per esempio in paesi dove l'internet è messo sotto controllo? In quel caso Edward Snowden è un eroe perché ha sfidato il gigante americano, oppure anche in quel caso è un elemento sovversivo perché ha portato alla luce quelle che possono essere operazioni segrete di un governo? Ecco, dov'è che sta? È veramente Edward Snowden è veramente un elemento di mainstream, una sorta di linea di demarcazione rispetto alla quale si deve prendere una posizione e la posizione deve essere netta, sì oppure no, sono dalla parte di Edward Snowden o non sono dalla parte di Edward Snowden? Bon, je pense que le débat n'est plus là. Vous savez, dans l'histoire d'Internet, qu'on le veuille ou pas, il y a un avant et un après Snowden. Au fond, c'est la fin de l'innocence, Edward Snowden. On pensait, on croyait à un monde
où Internet était à la fois la solution des problèmes et au fond le mot moderne du progrès. Et puis Edward Snowden, c'est tout à coup la gueule de bois. C'est difficile de traduire gueule de bois. C'est quand on a été, vous savez, on a bu beaucoup la veille, au matin on se réveille, on a la gueule de bois. Donc on ne va pas dire que c'est bien ou pas bien, c'est comme ça. Et d'ailleurs, je cite une phrase du patron de Google, qui est une phrase qui n'est pas publique, mais qui m'a été rapportée par quelqu'un qui l'a entendue, et cette personne étant suffisamment importante et légitime pour que je sois certain que ce soit vrai, le patron de Google lui dit, vous savez, Snowden, c'est un traître sur la côte est des États-Unis, mais c'est un héros sur la côte ouest. Bon, en réalité, c'est un héros et un traître à l'est et à l'ouest, puisque c'est très très divisé, les États-Unis, sur Snowden, mais il est absolument évident que c'est un moment clé dans l'histoire d'Internet. Mais ne soyons pas naïfs non plus. Vous savez, l'Italie de Matteo Renzi, elle collabore avec les Américains. Les Français de François Hollande, encore plus, collaborent avec les Américains. Et puis ce dont on a besoin aussi, c'est d'un Snowden chinois, d'un Snowden iranien, d'un Snowden cubain, qui nous apporterait encore plus d'informations sans doute que ce qu'on a appris avec Snowden aux États-Unis. Parce que quoi qu'on pense des États-Unis, moi j'ai fait ma thèse sur les États-Unis, j'ai vécu là-bas longtemps, c'est quand même une vraie démocratie. Et ce n'est pas le cas des autres pays dont je viens de parler. Et puis par ailleurs, les données aujourd'hui que Google possède sur nous sont encore plus importantes que celles de la NSA, d'une certaine manière. Donc voilà, on rentre dans ce monde à la fois formidable, et vous avez vu combien je suis optimiste sur Internet, et en même temps effrayant. Mais c'est au fond là l'idée principale. Contrairement à tous ces Cassandres qui dénoncent Internet, ou à ceux qui veulent interdire, fermer, punir, moi je suis optimiste parce que je pense qu'on peut, si on veut, agir. Vous, moi, nous, ensemble, on peut agir. Par exemple, si les États-Unis ne régulent pas leur Internet, et j'ai raconté longuement les visites que j'ai faites, le travail que j'ai mené à la FCC, la Federal Communication Commission, à la FTC, pour le Trade Commission. Comment est-ce qu'aujourd'hui, le Department of Justice, l'Antitrust Division aux États-Unis travaillent pour réguler Internet. Parce que n'oublions pas que la privacy, ce n'est pas une idée, comme on dit, du Parti communiste italien. Ce n'est pas une idée de Fidel Castro. La protection de la vie privée, ce n'est pas juste une idée des Français. C'est le 4e amendement de la Constitution américaine. Le texte le plus important aux États-Unis. Et je crois qu'un jour, la Cour suprême ou d'autres régulateurs américains vont s'en souvenir. Et s'ils ne le font pas, eh bien c'est à nous, Européens, de le faire. Quand j'étais à la FTC ou à la FCC ou à l'Antitrust Division à Washington, ils m'ont dit « on a besoin de vous ». Au plus vous régulerez, au plus ce sera facile pour nous de réguler aussi. Et donc c'est en fait parce que les Européens agiront, et de ce point de vue,
On peut quand même saluer la nouvelle commissaire à l'anticoncurrence à Bruxelles. Contrairement à son prédécesseur espagnol, prétendument socialiste d'ailleurs, il venait de gauche, espagnol, M. Almunia, qui avait presque rien fait, elle a décidé d'agir. On verra. C'est difficile, c'est complexe. Mais je crois qu'on peut d'autant plus être optimiste si, objectivement, on essaye de tout faire pour réguler. Et après tout, mais pourquoi est-ce que les Américains n'accepteraient pas que les données des Européens restent en Europe? Pour quelles raisons absurdes se bloquent-ils sur ça? Dès lors que leurs algorithmes pourront de toute façon fonctionner ici et leur modèle économique survivra ici. Donc il y a un moment donné, il va falloir mener cette bataille, non pas pour réguler Internet, parce que ça ne veut rien dire, mais pour réguler les géants du net. Vie privée, anticoncurrence, abus de position dominante. Sur tous ces sujets, il faut être extrêmement volontariste. Sinon, ça ne sert à rien d'être en Europe, d'avoir fait l'Europe et d'avoir un Parlement et une Commission qui s'occupent de ces questions. Grazie Frédéric Martel per aver fatto un punto su quella che è la sua inchiesta giornalistica, che ha preso una forma molto ben chiara in questo libro, edito da Feltrinelli, libro che potete trovare all'Infopoint all'uscita, ma che soprattutto non finisce nelle pagine di questo libro, come lei ha avuto modo di indicarci alla fine del libro attraverso Twitter, Martel F, o comunque attraverso il suo sito smart2014.com, è possibile anche accedere al materiale su cui ha basato la sua inchiesta, ci sono tabelle, dati, documenti, informazioni. È un ecosistema che come internet non si limita a un solo mezzo, ma si limita a più mezzi per raccontare la storia di internet, che come abbiamo visto è fatta soprattutto dalle persone. La cosa importante di questo libro è che ci sono persone, ovvio ci sono fatti, aziende, ma ci sono tantissime persone. Questo è un libro fatto di persone, è un libro su cui lei ha investito molti anni e molte energie personali per essere in 50 paesi del mondo e conoscere delle realtà così diverse e singolari. Lei nel libro, ecco, ho l'ultima domanda bis, lei nel libro scrive che ha visitato l'Italia molte volte, però io non ho ancora trovato tracce d'Italia, ci sono delle piccole tracce d'Italia, vorrei che ci dicesse così che cosa la sorpresa dell'ecosistema digitale italiano. Poi lasciamo le domande al pubblico. C'est, je crois, mon 5e voyage cette année en Italie, et c'est presque le cas tous les ans. Je ne vous dirai pas pourquoi parce que c'est d'ordre, je dirais, tout Français a une relation sentimentale très forte avec l'Italie, depuis Stendhal, depuis Flaubert, et même quand on est lecteur de Dostoïevski, voilà. On a des raisons, comment dire, romantiques pour être en Italie. Mais je suis en train d'écrire un article sur Matteo Renzi et le numérique. Donc si quelqu'un a des idées, venez me voir à la fin et on en parlera parce que j'essaye de comprendre deux, trois idées. Je me méfie beaucoup, et c'est vrai aussi de la France, je me méfie beaucoup de ceux qui... Bon, Matteo Renzi est beaucoup plus jeune que Manuel Valls en France, il a au moins 10 ans de moins. Donc il est un peu plus numérique que lui, sans doute. Mais je me méfie de ceux qui ont compris qu'Internet, c'était bien pour la com. Non, pour la com, la communication. Mais qui n'ont pas compris que c'était bien pour leur pays. Internet, ce n'est pas juste de la communication.
c'est pas juste des beaux tweets réalisés par des community managers et par des chats qui font du skateboard. C'est d'abord un outil d'empowerment, de redonner du pouvoir aux gens. C'est un outil pour s'informer, pour apprendre, pour créer des emplois, même si ça en détruit aussi beaucoup. Et donc le pouvoir politique ne doit pas se contenter d'en faire un outil politicien, mais il doit en faire un outil de développement. Et ça, je ne l'ai pas vu en France et je ne l'ai pas vu en Italie. Abbiamo tempo per una domanda, che deve essere un tweet, una cosa velocissima, un lampo a ciel sereno. Una domanda. L'ho messo in difficoltà, lo so. Approfittatene che c'è. Non vedo mani alzate, non vedo tutti. Allez, n'ayez pas peur. Forza, forza. Niente. Allora, leggete il libro. Non, mais parce que vous leur dites un éclair de su questions. Twitter. Comment voulez-vous qu'ils... Fategliela direttamente su Twitter se non volete farla qua. Voilà, vous pouvez me poser des questions sur Twitter, je vous répondrai. Io ho perso la traduzione, io parlo inglese. Si quindi tant est qu'on ait Internet, parce que je n'ai pas encore réussi à avoir Internet, bien que nous soyons dans un festival Internet. Ok, quindi se non riuscite a fargli una domanda direttamente su internet, fategliela fisicamente qui. Io ringrazio Frédéric Martel. Merci à tous. Bravo d'être venus Ringrazio voi, sous la pluie. e ringrazio voi per essere qua a Internet Festival.